Charles Blégoudet. Numéro de l'affaire ICC 0211 0115. Nous sommes en audience publique. Le président, merci. Donc, je m'appelle Piotr Hofmanski et je suis juge président pour cet appel découlant de l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet. Les autres juges de la chambre d'appel, en l'espèce, sont juge Kuniko Ozaki, la juge Sanji Sanonomo Monageng, le juge Howard Morrison et le juge Chang Ho-chung. Je suis aussi accompagnée aujourd'hui par les juristes de la division des appels, mesdames Barbara Roche, Magali Bobbio, Natacha Naïdo et monsieur Andrew Merilis. Donc, je tiens à noter pour le compte-rendu que messieurs Gbagbo et messieurs Blégoudet ne sont pas présents dans le prétoire aujourd'hui. Néanmoins, ils sont représentés par leur conseil. Alors, j'aimerais demander aux parties et aux participants de se présenter au fin du compte-rendu. Et nous allons commencer par la défense de messieurs Gbagbo et messieurs Blégoudet, puisque nous tranchons de leur appel aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. À côté de moi, Jennifer Naouri, Madame Agathe Barouin, ancien membre du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire et co-conseil. Derrière moi, le professeur Jacobs et Madame Le Guenec. Et quant à moi, je suis Emmanuel Eltit, conseiller principal de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le président, je vous remercie. Yeah. Mr. President, Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Je suis Maître Knops et je représente les intérêts de Monsieur Blégoudet. Je suis accompagné de Maître Ndri du barreau de Côte d'Ivoire, qui est à ma droite, Nina Dijk, notre commis aux affaires, et Madame Vandelier, ainsi que Madame Karen. Je vous remercie. Le Président, très bien. Le bureau du procureur, s'il vous plaît, Madame Brady. Bonjour, Monsieur le Président. L'accusation aujourd'hui est représentée par Merichel Reggae, Ronald Goldmatzer, Yasmine Choubine et moi-même, Helen Brady, nous travaillons tous à la division des appels. Le Président, très bien. La représentation légale des victimes maintenant. Madame Massida. Bonjour, Monsieur le Président. Les victimes aujourd'hui sont représentées par Maître Enrique Cardero Rojo, Maître Ludica Vetruccio, derrière moi, Maître Alexis Larivière et Maître Paulina Lassina, moi-même. Donc, nous représentons les victimes à l'OPCV. Le Président, merci. Donc, la Chambre d'appel va aujourd'hui rendre son arrêt dans l'appel interjeté par messieurs Gbagbo et messieurs Blégoudet contre la décision de la Chambre de première instance appelée décision sur la requête du procureur au fin d'admettre les déclarations antérieures au titre des règles 68.2b et 68.3. Décision rendue le 9 juin 2016. Dans ce résumé, cette décision sera appelée la décision attaquée. Je vais maintenant résumer cet arrêt de la Chambre d'appel qui a été rendu à la majorité. Madame la juge Kuniko Ozaki a une opinion partiellement dissidente. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt écrit, qui est le seul à faire foi en ce qui concerne la décision et le raisonnement de la Chambre d'appel. Cet arrêt écrit sera mis à la disposition des parties et participants à l'issue de cette audience. Alors, reprenons l'historique de la procédure. Cet arrêt résulte d'une requête de l'accusation déposée le 19 avril 2016 au fin de demander l'admission des déclarations antérieures de 11 témoins sur la base de la règle 68.2b et 3 du règlement de procédure et de preuve. Suite aux réponses déposées par messieurs Gbagbo, Blégoudet et par le bureau du Conseil public pour les victimes, la Chambre de première instance a rendu la décision attaquée le 9 juin 2016, le juge Anderson faisant
partiellement dissidence. Décision qui faisait droit en partie à la requête du procureur. Le 7 juillet 2016, la Chambre des premières instances a fait droit en partie à la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision attaquée déposée par messieurs Gbagbo et Blegoudé. Le 21 juillet 2016, messieurs Gbagbo et Blegoudé ont déposé leur mémoire étayant l'appel. Monsieur Gbagbo a soulevé 2 moyens d'appel, ainsi que monsieur Blegoudé. Le Bureau pour les victimes a déposé sa réponse le 26 juillet 2016 et le procureur la sienne le 1er août 2016. En ce qui concerne le fond de l'appel, je commencerai par les 2 moyens d'appel de M. Gbagbo et par le premier moyen d'appel de M. Blegoudé. Dans son premier moyen d'appel, M. Gbagbo fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en fondant sa décision d'admettre les déclarations enregistrées antérieures sur le principe de la bonne gestion du procès. Dans son second moyen d'appel, M. Gbagbo remet en question l'utilisation par la Chambre de première instance d'un critère portant sur l'importance relative que pourraient avoir certains témoins au regard de la preuve attendue. Pour des raisons expliquées plus avant dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel a déterminé que les arguments soulevés par M. Gbagbo au titre de ce second moyen d'appel sont intrinsèquement liés à la première question déjà certifiée par la Chambre d'appel et sont donc recevables. Dans son premier moyen d'appel, M. Blegoudé avance que la Chambre des premières instances s'est fourvoyée en n'appliquant pas un critère pourtant essentiel, qui est que les déclarations antérieures admises au titre de la règle 68.3 ne doivent pas porter préjudice à l'accusé. Ce faisant, la Chambre faisait fi des consignes données par la Chambre d'appel dans son arrêt du 3 mai 2011, consignes ou recommandations qui d'ailleurs ne font aucune mention d'un critère de bonne gestion du procès. Dans ce résumé, je ferai référence à cet arrêt comme étant l'arrêt Bemba OA5 OA6. Messieurs Gbagbo et Blegoudé, en résumé, avancent que la Chambre des premières instances n'a pas correctement appliqué le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose au titre de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve. La règle 68.3 prévoit ce qui suit. Si le témoin, dont le témoignage a été enregistré, comparé en personne devant la Chambre des premières instances, celle-ci peut autoriser la présentation de son témoignage pour autant que le témoin ne s'y oppose pas et que le procureur, la défense et la Chambre elle-même aient la possibilité de l'interroger à l'audience. Messieurs Gbagbo et Blegoudé font valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur en autorisant l'admission des témoignages antérieurement enregistrés au titre de l'article 68 du règlement, en se fondant sur un seul critère, à savoir celui de bonne gestion du procès. La Chambre d'appel considère que cette présentation des faits déforme la décision attaquée et qu'il apparaît clairement dans ladite décision que bien que la Chambre de première instance se soit appuyée sur la bonne gestion du procès pour rendre sa décision, elle l'a fait dans un contexte qui faisait référence à d'autres paramètres. Messieurs Gbagbo et Blegoudé font aussi valoir que non seulement la Chambre a commis une erreur en ne se basant que sur ce seul critère de bonne gestion du procès, mais qu'elle s'est aussi fourvoyée en comptant sur ce critère, étant donné qu'il n'y est pas fait référence comme étant un facteur pertinent dans l'arrêt Bemba OA5 OA6, rendu par la Chambre d'appel. La Chambre d'appel trouve que la Chambre de première instance... La Chambre d'appel ne trouve pas que la Chambre de première instance ait commis une erreur en prenant comme critère pour étayer sa décision sur la demande qui lui avait été présentée la bonne gestion du procès en tant que telle. De plus, la Chambre d'appel considère que le fait qu'elle n'ait pas fait référence dans les passages pertinents de l'arrêt Bemba OA5 OA6 à la nécessité d'un procès rapide n'est pas décisif. Les articles 64.2 et 67.1
petit c du statut exhorte la Chambre de première instance à garantir un procès rapide. Et comme cela est expliqué plus avant dans l'arrêt, la Chambre d'appel avait déjà rappelé l'importance de la rapidité de la procédure. La Chambre d'appel remarque aussi que c'est principalement cette exigence de rapidité qui a justifié l'adoption des amendements de la règle 68 en 2013. De plus, messieurs Gbagbo et Blé-Goudé avancent que l'admission de témoignages antérieurs enregistrés porte préjudice à leurs droits. Pour les raisons exposées ci-avant, la Chambre d'appel juge infondés leurs arguments. À cet égard, M. Gbagbo et Blé-Goudé font valoir que la Chambre de première instance s'est trompée en ne prenant pas en compte les 3 facteurs mentionnés dans l'arrêt Bemba OA5-OA6 de la Chambre d'appel, qui était conçu pour protéger de tout préjudice éventuel, alors que si la Chambre de première instance les avait pris en compte, elle aurait rejeté la demande du procureur aux fins d'admettre les témoignages enregistrés antérieurs en cause. Entre autres, dans son arrêt, la Chambre d'appel considère que lorsqu'elle s'écarte de la règle générale de la disposition faite en personne à l'audience et admet en tant que preuve des déclarations préalablement enregistrées, une chambre doit s'assurer que sa démarche n'est ni préjudiciable, ni contraire aux droits de la défense ou aux exigences d'un procès équitable et impartial. De l'avis de la Chambre d'appel, elle doit pour cela procéder avec prudence. Elle peut par exemple vérifier certains points, par exemple que le témoignage porte sur des points qui ne suscitent pas d'importante contestation, 2, qu'il ne concerne pas les questions centrales de l'affaire, mais ne fait qu'apporter des informations contextuelles, et 3, qu'il corrobore d'autres témoignages. À cet égard, la Chambre d'appel fait remarquer que les facteurs auxquels il est fait référence dans Bemba OA5 et Bemba OA6 ne sont pas des exigences, mais tout au plus des facteurs devant être pris en compte pour évaluer si l'admission de témoignages préalablement enregistrés au titre de la règle 68.3 du règlement porte préjudice. Or, ici, la Chambre d'appel, dans son arrêt précédent, n'a pas exclu d'emblée l'admission de témoignages préalablement enregistrés au titre de la règle 68.3 du règlement, témoignages qui portent sur des sujets faisant l'objet de litige, qui concernaient des questions centrales de l'affaire ou qui n'étaient pas corroborés. En principe, certes, aucun facteur n'est déterminant à lui seul. Cela dit, la Chambre d'appel considère en particulier que lorsque des déclarations portent sur des questions faisant l'objet de litiges, questions centrales à l'affaire ou questions non corroborées, toute chambre de première instance se doit d'être très vigilante pour s'assurer que l'admission de déclarations préalablement obtenues ne porte pas préjudice ou ne contrevienne pas aux droits de l'accusé ou à l'équité du procès. Ceci doit être la priorité de la Chambre, qui doit garder à l'esprit le principe directeur d'oralité des débats et de témoignage viva voce. Dans la décision attaquée, la Chambre d'appel remarque que la Chambre de première instance ne s'est pas expressément référée à l'arrêt Bemba OA5-OA6. Néanmoins, elle a fait référence aux 3 critères mentionnés plus haut, en concluant que les témoignages antérieurs enregistrés en question portaient sur des faits qui étaient au centre de l'affaire, qui faisaient l'objet d'un litige important et que l'un, voire 2 de ces déclarations en question n'étaient pas corroborées. La Chambre d'appel fait aussi remarquer que les critères
énoncés dans l'arrêt Bemba OA 5, OA 6 ont été incorporés à la nouvelle règle 68.2b du règlement, ce qui implique que la Chambre pourra ainsi disposer d'un plus grand pouvoir discrétionnaire pour les appliquer plutôt que dans le cas de la règle 68.3. Les circonstances de l'espèce détermineront en conséquence si un tel témoignage pourra être admis en vertu de la règle 68.3. De surcroît, la Chambre exercera son pouvoir discrétionnaire pour déterminer dans quelle mesure un tel témoignage pourra être présenté par écrit, compte tenu que la règle 68.3 du règlement prévoit que le procureur, la défense et la Chambre ont la possibilité d'interroger le témoin à l'audience. Ceci inclut de facto la partie ayant cité le témoin à comparaître, en l'occurrence le procureur. Le plus important pendant cet exercice est, comme l'a déclaré la Chambre d'appel dans l'arrêt Bemba, que la Chambre procède à un examen attentif des différents documents au cas par cas. Cette évaluation dûment motivée et expliquée devrait être effectuée au cas par cas lorsque les facteurs à prendre en considération peuvent varier suivant les affaires et les témoins. En l'espèce, la Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance a commencé une analyse au cas par cas et bien qu'elle ait déclaré que les déclarations en question portent sur des questions centrale à l'affaire et qui suscite d'importantes contestations, elle a ensuite procédé à l'examen de l'importance des déclarations dans le contexte de l'affaire prise dans son ensemble. La Chambre d'appel considère qu'afin de statuer en vertu de la règle 68.3 du règlement, une chambre de première instance doit effectivement effectuer une évaluation individuelle des éléments de preuve dont l'admission est demandée. En procédant à cette évaluation individuelle, la Chambre de première instance doit également analyser l'importance de chaque déclaration de témoin au vu des charges et des éléments de preuve qui lui ont déjà été présentés ou que l'on a l'intention de lui présenter. En effet, plus la Chambre évalue l'élément de preuve en question comme important, plus il sera vraisemblable que la Chambre rejette toute demande présentée en vertu de cette disposition. En conséquence, procéder à cette évaluation ne peut pas en soi être contraire à la règle 68. Cette analyse ne préjuge en rien du poids que la Chambre de première instance accordera en dernier lieu au témoignage d'un témoin, poids qui ne peut être déterminé une fois que la Chambre a entendu tous les témoignages. M. Gbagbo et M. Blégoudet présentent des arguments relatifs à la primauté du principe de l'oralité consacré par l'article 69.2 du statut. La Chambre d'appel a déclaré que le principe de l'oralité n'est pas absolu et que le statut envisage de façon explicite des exceptions aux règles. Cela est effectivement le cas, tel que l'a reconnu la Chambre d'appel dans les arrêts OA5 et OA6 dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Les exceptions au principe de l'oralité sont prévues expressément à l'article 69.2 du statut et la présentation de témoignages préalablement enregistrés conformément à la règle 68.3 du règlement en est une. Comme cela a été précédemment souligné dans cet arrêt, toutefois, la présentation de témoignages préalablement enregistrés en application de cette disposition fait l'objet de conditions strictes énoncées dans cette règle, outre le facteur prépondérant suivant lequel cela ne doit être ni préjudiciable ni contraire aux droits de l'accusé ou à l'équité du procès de façon générale. M. Gbagbo fait valoir que la Chambre de première instance a ouvert la porte à une possible atteinte massive au principe de l'oralité. La Chambre d'appel considère que le respect du principe de l'oralité ne peut pas se réduire à un calcul purement mathématique du pourcentage de témoins qui présentent l'intégralité de leur témoignage oralement. Néanmoins, il convient toujours de garder à l'esprit
les principes énoncés à l'article 69.2 du statut lorsqu'une décision est prise au titre de la règle 68.3 du règlement. De plus, la Chambre d'appel rappelle que conformément à la règle 68.3 du règlement, le procureur, la défense et la Chambre elle-même ont la possibilité d'interroger le témoin à l'audience. Fin de la citation. En ce sens, le témoignage ne peut pas être considéré comme un témoignage exclusivement écrit, étant donné que l'intention n'est pas nécessairement qu'il remplace le témoignage oral, mais plutôt qu'il en soit le complément. Monsieur Blégoudet soutient que l'interprétation de la Chambre éroderait le principe de l'oralité parce qu'il serait possible de faire témoigner tous les témoins des faits en vertu de la règle 68.3 du règlement, tant qu'ils n'ont pas de connaissance privilégiée du plan et du comportement général des auteurs allégués. La Chambre d'appel ne considère pas qu'il découle nécessairement du raisonnement tenu par la Chambre de première instance que les témoignages de tous les témoins des faits peuvent être présentés en vertu de la règle 68.3 du règlement. En effet, comme cela a été indiqué précédemment, il convient de procéder à une analyse rigoureuse au cas par cas pour chaque cas. Nombreuses sont les raisons qui justifient l'audition de l'intégralité d'un tel témoignage viva voce qui peuvent s'appliquer également aux éléments de preuve se rapportant au crime. En l'espèce, et pour les raisons énoncées dans l'arrêt écrit, la Chambre d'appel considère que M. Gbagbo et M. Blégoudet n'ont pas démontré que la Chambre de première instance a adopté une approche erronée en ce qui concerne la présentation de témoignages préalablement enregistrés au titre de la règle 68.3 du règlement. La Chambre d'appel note que M. Blégoudet fait état d'arguments eu égard à l'évaluation factuelle effectuée par la Chambre de première instance. La Chambre d'appel comprend comme suit l'argument de M. Blégoudet. Si la Chambre de première instance avait suivi les conseils donnés dans le jugement Bemba OA5 et OA6, elle n'aurait pas présenté les 10 déclarations de témoins sous condition parce que les témoignages font l'objet d'un litige important et sont également sans trop à l'affaire. Tel que cela a été expliqué, la Chambre n'a pas commis d'erreur dans son interprétation de la règle 68.3 du règlement. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les arguments de M. Blégoudet. Par conséquent, le premier moyen d'appel de M. Gbagbo et de M. Blégoudet et le deuxième moyen d'appel de M. Gbagbo sont rejetés. Le deuxième moyen d'appel de M. Blégoudet a trait à l'admission d'une déclaration de témoin en vertu de la règle 68.2 petit b petit 1. Il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en limitant son analyse des indices suffisants de fiabilité à l'exigence formelle suivant laquelle la déclaration doit être prise par le procureur en application de la règle 111 du règlement et conformément à toutes les garanties applicables, notamment l'article 54.1. M. Blégoudet fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant absolument pas compte des indices relatifs au contenu de la déclaration du témoin. À cet égard, la règle 68, 2 petit b petit 1 du règlement dispose que, pour déterminer si la présentation d'un témoignage préalablement enregistré peut être autorisée en application de la disposition B, la Chambre évaluera notamment si le témoignage en question présente des indices suffisants de fiabilité. La Chambre d'appel considère que lorsque les chambres de première instance évaluent les indices de fiabilité au titre de la règle 68 2 petit b petit 1 du règlement, elles ne sont pas obligées de tenir compte de facteurs qui vont au-delà des exigences formelles. En effet, une analyse des indices de fiabilité en application de la règle 68 2
petit b petit 1 du règlement peut être rapide par nature, à telle enseigne que même si certains facteurs tels que la compétence du témoin à témoigner au sujet des faits, la logique interne de la déclaration et les incohérences potentielles avec d'autres éléments de preuve du dossier ne sont pas pris en considération lors de l'évaluation, ils peuvent quand même l'être lors de l'évaluation de la valeur probante du témoignage. La Chambre d'appel souligne toutefois que lorsque les chambres de première instance examinent les indices de fiabilité aux fins de la règle 68.2 petit b petit 1 du règlement, il ne leur est pas interdit de mener une analyse au-delà des exigences formelles si elles estiment que cela est approprié dans cette affaire. En l'espèce, la Chambre de première instance a évalué les indices de fiabilité sur la base de critères formels et a, dans une certaine mesure, également tenu compte d'un facteur qui va au-delà des exigences formelles, à savoir le fait que la déclaration contient également des informations sur la façon dont le témoin avait appris certains faits. La Chambre d'appel ne discerne aucune erreur dans cette approche. La Chambre d'appel remarque que M. Blégoudet s'interroge sur la fiabilité du témoignage parce qu'il se fonde sur des preuves par oui-dire anonymes. Si l'on fait abstraction du fait que le témoignage préalablement enregistré du témoin en question se fonde sur des oui-dire anonymes, la Chambre d'appel note, au sujet des preuves par oui-dire, que la Chambre d'appel du TPY a conclu que, indépendamment du fait que l'ouï-dire est de première main ou plus éloigné, les preuves sont aussi pertinentes par rapport à la valeur probante du témoignage. La Chambre d'appel remarque, pour étayer son argument suivant lequel, du fait du caractère anonyme du oui-dire de la déclaration préalablement enregistrée, la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la déclaration avait des indices suffisants de fiabilité et relève que M. Blégoudet cite une décision rendue dans l'affaire Thomas Lubanga-Dillo. Néanmoins, par cette décision, la Chambre de première instance a adopté la jurisprudence du TPY à laquelle je viens de faire référence. Dans de telles circonstances et sans autres arguments, la Chambre d'appel ne peut discerner aucune erreur. Pour ces raisons, la Chambre d'appel décide à la majorité, le juge Ozaki exprimant une opinion partiellement dissidente, de confirmer la décision attaquée. Je vais maintenant très rapidement résumer l'opinion partiellement dissidente du juge Ozaki. Tout en se rangeant à l'affirmation de ses collègues, suivant laquelle la règle 68 exige une analyse attentive au cas par cas, le juge Ozaki est d'avis que concrètement la décision attaquée n'a pas fourni le raisonnement suffisant pour justifier que l'on s'écarte du principe de l'oralité en l'espèce. En outre, le juge Ozaki considère que l'arrêt rendu aujourd'hui ne fournit pas suffisamment d'orientation et de clarté ni pour les parties ni pour les chambres de première instance en ce qui concerne l'évaluation du préjudice requis par la règle 68.3. L'opinion dissidente de Madame le juge Ozaki sera déposée en temps voulu. Ceci met un terme au prononcé du résumé de cet arrêt. Je remercie les interprètes, les sténotypistes, ainsi que tous les fonctionnaires du greffe, sans oublier les parties. L'audience est levée.